Bonjour à tous. Donc, merci à tous de vous être connectés pour ce 6e webinaire à destination des collectivités. Et aujourd'hui, le thème sera sur la santé et l'environnement et comment mener une éducation vers une alimentation de qualité et de proximité. Aujourd'hui, on a deux intervenants avec nous. Donc, on a Estelle Brault du réseau Graines qui se présentera tout à l'heure et Olivier Bernard du château de la Turmelière. Juste donc pour vous rappeler un petit peu l'organisation du webinaire de ce matin, donc on commence là à 11h avec une petite introduction. Ensuite, on aura Estelle qui nous fera une présentation du réseau Graines. On aura, si besoin, une petite pause de 5 minutes. Et puis ensuite, on aura un témoignage d'Olivier qui travaille au château de la Turmelière. Et on terminera par des échanges, réponses aux questions et partage d'expériences avant de terminer aux alentours de midi et demi en fonction des échanges. Pour commencer, on va faire un petit tour d'écran. Donc, pour ce webinaire, on va vous demander de choisir un nombre entre 1 et 12 et d'insérer le mot qui est caché dans votre présentation. Donc, si vous voulez, je vais commencer vu que c'est moi qui parle. Donc, je vais choisir le numéro 1 pour ne pas être… Ah, je ne peux pas du coup, pardon. Comme je suis en… Ah oui. Donc, je vais choisir le numéro 1. Et donc, le numéro 1, c'est le ski. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Turcot, chargée de mission à la SRAE Nutrition. J'accompagne les collectivités, entre autres, sur les thématiques autour de la nutrition. Et j'aurais bien aimé pouvoir faire du ski ce week-end, mais bon, on n'est pas du tout à la bonne saison. Voilà, Florane, je te laisse te présenter. Moi, je vais prendre le numéro 12. Le numéro 12. Bonjour à tous, donc Florane Dumont, chargée de mission à la SRAE Nutrition, donc la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Donc, je suis en binôme avec Aurélie sur l'accompagnement des collectivités locales autour de tout ce qui est la nutrition, donc alimentation et activité physique. Et donc, pour se mettre en mouvement, tous les matins, je viens au boulot en marchant. Je fais de la marche tous les matins. Donc, voilà, j'essaye d'appliquer les conseils au quotidien quand on vient au boulot et qu'on n'est pas en télétravail. Merci, Florane. Estelle? Alors, je vais prendre le numéro 11. Donc, Estelle Brault, du coup, je suis directrice du réseau Graines, donc réseau d'éducation à l'environnement, à la citoyenneté, au développement durable, que je vais vous présenter après. Et du coup, ça tombe bien parce que du coup, je fais un peu de sport et je fais notamment de la natation, donc c'est plutôt bien. Donc la dernière fois que j'ai nagé, là, c'était dans une piscine, mais avant, c'était en mer dès qu'on a pu y aller. Voilà. Super, merci beaucoup Estelle. Olivier? Bonjour, alors moi je vais prendre le numéro 7. Voilà. Ok. Alors, donc Olivier Bernard, je suis directeur du château de la Turmelière situé au Ré d'Anjou, à mi-chemin entre Nantes et Angers, sur les bords de Loire, à Liré, sur le lieu natal de du Joachim du Bellay. Et je suis directeur du château de la Turmelière, qui est un centre du tourisme social qui accueille principalement des enfants et des jeunes. Et on a notamment développé l'axe alimentation de façon très importante depuis 7-8 ans. Il nous arrive parfois de faire des beaux desserts, des pièces montées, mais ce n'est pas forcément vous verrez l'ADN des cuisines nourricières qu'on développe sur le centre. Super, merci beaucoup. Tu veux que je te dise l'ordre des participants? Ouais. Alors après, on a Cathy. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, Cathy Allemand, je suis chargée de mission d'un projet alimentaire territorial sur le territoire de Vendée-Cœur-Océan, en Vendée donc. On est situé, pour faire simple, entre les Sables-d'Olonne, la Tranche et La Roche-sur-Yon. Voilà, il y a 29 communes. Voilà, le but du projet alimentaire, c'est de développer l'alimentation locale et durable.
Et je n'ai pas donné de numéro. Je vais choisir le numéro 3. Allez-y. Alors, le numéro 3. Ah. Et bien, du coup, j'enfile mes baskets régulièrement. Super. Merci beaucoup. Merci. Après, juste dans le chat, donc il y a Sandra Sorin qui est infirmière en promotion de la santé à la ville de Bougnay qui n'a pas de micro ni de caméra. Merci Sandra pour la précision. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on relaiera. Ensuite, donc je crois que c'est Anne-Sophie qui est connectée aussi avec sous le même nom qu'Estelle, si je ne me trompe pas dans le prénom. Oui, bonjour, je suis désolée. Oui. Alors, je suis en train de changer mon nom. Donc, effectivement, je suis Anne-Sophie Pigré. J'avais le lien d'Estelle, donc tout le même nom. Anne-Sophie Pigré, je fais partie d'une association qui s'appelle Campus Fertile, qui est installée dans le Pays de Ré depuis un peu plus d'1 an. Et on travaille sur la création et l'ouverture d'un tiers-lieu alimentaire autour d'une maison d'alimentation durable et de l'environnement. Avec des activités qui démarrent dès maintenant aussi hors les murs. Voilà, donc, je pourrais vous expliquer un petit peu plus longuement. Et puis, je fais partie du GREN depuis quelques années aussi et de la commission aussi alimentation. Merci. Est-ce que vous pouvez choisir un numéro? Ah oui, pardon. Je suis en train de remettre mon nom. Hop. Le 5. Ah, la danse. Bien, non, j'en ai fait longtemps quand j'étais petite, pendant une dizaine d'années, de la danse classique et de la danse moderne. C'était de très bons souvenirs à l'époque. Je n'en fais plus maintenant, mais voilà. Super, merci beaucoup. Ensuite, il y a Lucie. Et puis, si vous pouvez dire le numéro avant, comme ça, vous pourrez l'insérer peut-être plus facilement dans vos présentations. Oui, bonjour. Moi, je vais choisir le numéro 2, s'il vous plaît. C'est acide, d'accord. Lucie Chessé, donc je suis chargée de mission alimentation à la communauté de communes du Pays de Mortagne en Vendée. Un peu comme Cathy Allemand, justement, en charge d'un projet alimentaire territorial. Après, acide... C'est difficile. J'ai pas d'idée là tout de suite qui me vient. Il y a récemment, j'ai fait un gâteau avec du citron justement et qui était un petit peu acidulé et c'était plutôt pas mal. Il a eu du succès. Super, merci beaucoup. Et puis après, il y a Priscille. Bonjour, moi je Bonjour. 4. Moi je suis chargée de mission aussi sur un PAT, donc nouvellement sur un PAT, sur le PAT du Segréen, donc le territoire de l'Anjou bleu, partie ouest du Maine-et-Loire, et en charge aussi du contrat local de santé. Voilà. Donc on a été reçu à l'appel à projet PAT sur la dernière session en début d'année là. Miam, eh bien, oui, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Super. Bon, merci à tous d'avoir joué le jeu. Et je crois qu'on a fait le tour, sauf si j'ai oublié quelqu'un. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Estelle qui va vous présenter le réseau GREN. Alors, du coup, je me suis déjà présentée tout à l'heure, mais là, je vais présenter le réseau. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient déjà le réseau avant pour les territoires, parce que du coup, on a des adhérents comme Olivier ou comme Anne-Sophie qui sont un petit peu sur tout le territoire. Donc, c'est un réseau, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement, la citoyenneté au développement durable sur la région du Pays de la Loire. On est à la veille des 30 ans d'existence du réseau. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer l'éducation à l'environnement sur la région du Pays de la Loire, informer, mutualiser, animer, échanger, et puis mettre en place
des formations et la recherche sur les développements pédagogiques. Donc, on a voilà, à peu près plus de 70 structures adhérentes sur la région et après des commissions thématiques. Donc, on se regroupe du coup avec, évidemment, c'est une association, le 1901, avec un conseil d'administration, une équipe de 5 salariés à ce jour, et puis des commissions où sont partie prenante les adhérents pour contribuer au réseau. Et du coup, on a coutume aussi de dire dans le réseau que du coup, le GREN n'a pas lieu d'être si ces adhérents ne participent pas. Donc, c'est vraiment les adhérents qui font le réseau. Voilà. On est aussi représenté au niveau national. On fait partie du réseau qui s'appelle aujourd'hui FREN, qui vient de changer de nom cette année, qui s'appelle le réseau, peut-être que vous connaissez plus le nom, École et Nature. Voilà. Ensuite, du coup, c'était pour vous montrer un petit peu la répartition. On a effectivement des structures adhérentes. Donc là, on a des associations, des collectivités, des entreprises, souvent des auto-entrepreneurs ou en tout cas entrepreneurs salariés qui sont animateurs ou formateurs. On a des établissements scolaires et des syndicats comme les GAB, par exemple, le groupement d'agriculteurs bio. Donc après, on a la majorité des structures, c'est effectivement des associations. On a différentes typologies de structures, donc des associations qui font que de l'éducation à l'environnement, qui font de l'éducation à l'environnement et de la protection, de l'insertion, du tourisme social, comme pouvoir le présenter après Olivier. Voilà, maintenant, effectivement, on a de plus en plus de développement de tiers-lieux aussi dans les adhérents. Et puis, on a aussi des individuels qui viennent plutôt pour contribuer au réseau. Voilà. Donc là, bon, c'était pour vous l'aurez sur le diaporama, c'était pour vous présenter un petit peu les différentes structures qui pouvaient aussi composer le CA et les adhérents aussi. Donc, quand je disais tout à l'heure des collectivités, on a par exemple la Maison de l'Environnement. Donc, pour donner un ordre d'idée sur des structures, on a différentes structures de ce type-là qui sont adhérentes. Donc, à chaque fois, c'est des structures qui sont acteurs en éducation à l'environnement. Donc, vous me direz, du coup, Florane, et puis au niveau du timing, hein, je ne vais pas regarder à quelle heure j'ai commencé. Donc, pour les actions du GREN, on a tout un volet informer et valoriser, donc en bas à droite, avec une newsletter, un site collaboratif, et puis des feuilles du GREN, donc un périodique qui va pouvoir aborder certains dossiers thématiques. Ensuite, si je vais sur le haut, du coup, on a un volet plutôt échangé et mutualisé, où là, on a un centre de ressources mutualisé avec les différents adhérents, ressources environnement Pays de la Loire.org, qui vous permet de pouvoir rechercher, si vous cherchez un outil pédagogique, une exposition. Donc, on a 10 centres de ressources qui mettent en ligne sur la même base de données commune leurs ouvrages, leurs expos. Voilà. Et puis, dans cet axe-là aussi, on met en place des journées d'échange. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, chaque année, aborder des thématiques. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour cette année, on a 3 journées d'échange qui sont organisées. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des retours d'expérience, d'échanger sur des thématiques, et sur ces thématiques, voir un petit peu des outils. On est toujours sur la problématique effectivement pédagogique, donc de comment on va pouvoir mener ces projets, quels outils existent. Et donc, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, les journées d'échange qui se préparent pour l'automne, il y en a une sur faire école dehors, une autre sur aller vers tous les publics, et puis la troisième sur la biodiversité et le changement climatique, résilience ou résistance. Donc voilà, vous pouvez trouver, alors je vais
mettre, du coup, après, je mettrai des liens vers le site où vous pouvez retrouver après les actes des autres journées qui sont mis en place. Donc, on a des journées des fois qui sont thématiques ou d'autres plutôt voilà, sur des publics ou des méthodes pédagogiques. Donc, voilà pour l'axe échanger et mutualiser. Après, on a un axe professionnalisé où là, on développe du coup des formations. On a aussi deux outils. Un outil, donc le référentiel régional de qualité. Donc là, du coup, les membres du GREN peuvent être signataires de ce référentiel. C'est une démarche pour mettre en adéquation effectivement les valeurs et la mise en application dans la structure. Donc, c'est-à-dire, en gros, du coup, on souhaite mettre en place des animations avec les valeurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, et c'est comment on les met en place concrètement dans le fonctionnement de sa structure. Donc ça, c'est donc chaque structure va du coup faire une démarche et montrer les améliorations continues qu'elle fait sur la qualité de ses animations. Donc voilà. Et puis on a un autre outil qui est un tableau de bord. Là, c'est un outil de gestion pour les structures de leur activité. Voilà. Ensuite, on a un axe accompagné, où là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner différentes structures. Alors là, pour développer des projets ou mettre en place des dispositifs pédagogiques. Donc là, on peut répondre avec le réseau à différentes animations, des accompagnements, soit ponctuels, soit sur le long terme. Du coup, là, on ne fait jamais en fait à la place d'eux au niveau du GREN. Donc là, c'est vraiment les salariés du GREN qui coordonnent, mais c'est les adhérents qui réalisent les animations, les formations en fonction des sujets qui nous sont demandés. Voilà, et puis on accompagne aussi du coup des projets sur plutôt la structuration d'acteurs, donc sur différents sujets. Et là, je pourrais prendre l'exemple, on avait été sollicité par exemple par le Pays de Ré pour structurer avoir un plus de visibilité sur les acteurs d'éducation à l'environnement qu'il y avait sur le pays et les coordonner au service du projet du PETR. Voilà, c'est pour donner un exemple concret qui peut vous parler. Voilà, et puis du coup, on a tout un volet représentation où le GREN, du coup, participe et contribue activement sur différentes stratégies régionales, notamment la stratégie régionale de la biodiversité, où on est co-animateur avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, sur la commission mobilisation citoyenne. Ensuite, on contribue au plan régional santé-environnement. Je vais y revenir tout à l'heure plus en détail parce que c'est les liens avec aujourd'hui. Après, sur l'économie circulaire, l'eau, sur les actions éducatives avec les différentes collectivités qui ont des dispositifs pour les collèges ou les lycées. Et puis après, on est représenté effectivement au Césaire. Et puis du coup, là, une cellule qui s'est montée dernièrement sur le Covid. Donc, du coup, pour aller un petit peu plus loin sur le plan régional santé-environnement et le lien avec le webinaire d'aujourd'hui, effectivement, on contribue à ce plan régional depuis déjà un certain nombre d'années, où il y a différents groupes de travail, parce qu'il y a différents enjeux dans ce plan régional plutôt, et notamment on est partie prenante d'un groupe de travail qui est sur la qualité de l'air intérieur. On a aussi travaillé pas mal avec l'IREP sur les ressources pédagogiques, mais on co-anime avec la DRAF et le rectorat depuis, je dirais à peu près 5 ans, un groupe de travail alimentation. Donc, il s'intitule l'éducation à l'alimentation des jeunes. Et dans le cadre de ce groupe de travail, on met en place différentes journées régionales. Donc, on en a réalisé une en 2018, mais là, il y en a une qui va se mettre en place, qui est en train de s'organiser pour le 29 septembre, qui sera sur Angers, où là, du coup, on va présenter différents témoignages de territoires qui proposent effectivement des actions sur le sujet de l'alimentation
et la santé. Et puis, un temps de speed dating de territoire où les acteurs des territoires pourront se regrouper pour échanger ensemble. Des ateliers de co-développement où là, il y aura différents sujets, aussi bien l'éducation au goût, la santé, la transition alimentaire, voilà. Et puis un temps de forum pour voir les différents outils pédagogiques ou projets qui sont mis en place par des membres du réseau. Voilà, donc c'est une journée qui se profile pour le 29 septembre. Donc voilà pour les questions sur l'alimentation. Et puis je fais un petit pont aussi avec les activités physiques. On a toute une dynamique. Alors je ne vais pas vous donner toutes les commissions du Graine, mais aussi on a une dynamique qui s'appelle Sortir, qui est du coup tout à fait en lien avec nos questions de nutrition et de santé, c'est-à-dire c'est aussi reconnecter les gens à la nature et du coup par différentes possibilités d'activités, des activités physiques, mais aussi reconnecter par exemple le projet que j'évoquais tout à l'heure d'école du dehors. Et bien du coup c'est aussi de proposer aux établissements scolaires de pouvoir sortir, faire leurs apprentissages dehors et du coup, évidemment, pour se rendre sur un lieu de nature qui est proche de l'école. Et puis après, de pouvoir aussi bénéficier sur ces temps d'école dehors des bienfaits de la nature pour les enfants en l'occurrence. Mais on a aussi des propositions d'actions qui sont plus diversifiées sur cette dynamique-là. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à Estelle sur le réseau Graines? Il y a plusieurs personnes de projets alimentaires territoriaux. Comment est-ce que, par exemple, le réseau il pourrait accompagner un PAT? Quel type d'accompagnement vous pourriez proposer au sein du réseau? Oui, tout à fait. Du coup, il y a plusieurs possibilités. Soit, du coup, vous avez besoin d'identifier les acteurs qui sont sur votre territoire, qui peuvent intervenir. Et dans ce cas-là, vous nous sollicitez et puis on peut vous donner les acteurs proches de chez vous. Sinon, après, vous souhaitez directement des interventions qu'on peut coordonner au niveau du Graine, soit en termes d'animation, de formation. Alors, quand je parle d'animation, ce n'est pas forcément que j'ai parlé de l'école du dehors tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout que scolaire dans les publics qui sont touchés par nos adhérents. C'est vraiment diversifié. Donc, du coup, il y a j'évoquais tout à l'heure la commission mobilisation citoyenne, c'est vraiment bien ça, c'est que du coup, il y a aussi bien des activités qui peuvent être grand public, qui peuvent être spécifiques pour une entreprise, qui peuvent être pour une école. Voilà, il n'y a pas forcément de limite de public en fonction des besoins que vous pouvez avoir dans les territoires. On va aller, nous, chercher dans le réseau qui peut intervenir sur les sujets. Et puis après, vous avez plutôt comme le Pays de Ré un besoin de coordination sur votre territoire pour répondre aux objectifs de votre politique publique. Du coup, on peut être là aussi en appui, comme on le fait un peu enfin un peu beaucoup, sur la stratégie régionale de la biodiversité ou le plan régional santé-environnement, où on est impliqué directement sur ces coordinations-là et donc en animation de groupes de travail, ce qui peut permettre à tous les acteurs d'être plutôt en mode participant que de coordination sur ces politiques publiques. Donc voilà, il y a différentes possibilités qui sont créées. Pour vous donner un ordre d'idée, là, le dernier projet qu'on développe, qui n'est pas sur les sujets de la nutrition, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un spectacle qui va être créé sur le changement climatique et l'idée c'est de récolter la parole des habitants pour que la compagnie de spectacle puisse s'en inspirer pour créer le spectacle. Donc ça c'est un projet du coup qu'on mène avec 4 territoires sur la région, dans le 49 et dans le 44, notamment les parcs naturels régionaux, mais pas que.
Et donc, voilà, du coup, là, on est en train de développer un réseau de collecteurs de paroles avec des temps de formation. Voilà. Pour répondre à la question, oui, il y a des coûts d'animation. Donc, en fonction, on est à peu près sur des tarifs de demi-journée, on va dire entre 200 et 250 € à la demi-journée. Ça dépend effectivement. Et puis après, en termes de formation, c'est pareil, il y a des coûts de formation en fonction des interventions. Et pour adhérer au réseau? Oui, pour adhérer au réseau, du coup, on a une grille d'adhésion. Donc pour les structures comme les collectivités qui voudraient adhérer. Donc là, on sollicite juste une lettre de motivation et une présentation de la structure pour bien valider qu'elle est, on valide en CA, qu'elle est bien actrice en éducation à l'environnement. Voilà, et du coup, après, on a une grille d'adhésion, et pour les collectivités, en l'occurrence, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc voilà, je vais vous mettre dans le chat le rapport d'activité et puis le lien effectivement pour adhérer. On les retransférera aussi avec le replay du webinaire. Et du coup, moi, j'avais une question. Est-ce qu'il faut être adhérent pour bénéficier de Bonne question. Non, du coup, pour pouvoir avoir l'accompagnement de la collectivité, il n'a pas besoin d'être adhérent. C'est après si la collectivité souhaite contribuer aux différents projets, participer, être aussi du coup à recevoir les informations qu'on peut transmettre via les newsletters et pouvoir échanger avec certains sur des journées qu'on organise régulièrement. Mais sinon, pour les accompagnements, il n'y a pas forcément ce besoin-là. D'accord, très bien. Je vous mets le lien vers le rapport d'activité. Voilà. Qui vous donne, du coup, j'ai mis le lien vers le rapport d'activité qui vous précise un petit peu plus loin, du coup, qu'en 20 minutes, les informations sur le réseau GREN. Super. Merci. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des remarques, ou on passe à la suite? Non, moi, je me permets juste un petit complément par rapport aux actions du GREN aussi, c'est pouvoir souligner qu'il y a un intérêt, je trouve, et notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux aussi, de travailler la transversalité à la fois entre le volet santé, alimentation et environnement. En tout cas, depuis quelques années, c'est ce qu'on essaye de faire parce qu'on est souvent tous un peu cloisonnés depuis plusieurs années dans nos secteurs d'activité. C'est logique, mais il y a des structures comme des PAT qui se mettent en place et ça peut créer du lien entre les différents secteurs et ça a un intérêt de travailler ensemble pour toucher aussi le maximum de public en fait. Voilà. Merci Anne-Sophie. Normalement, on avait prévu une petite pause, mais bon, ça fait qu'une demi-heure qu'on est connecté, donc je pense qu'on va pouvoir continuer avec l'intervention d'Olivier qui va nous faire un retour d'expérience sur une action sur des actions que vous avez menées sur le château de la Turmelière. Et donc, je vous laisse la parole. Oui, eh bien, merci. Alors, effectivement, merci de l'invitation pour venir témoigner. Et je confirme ce que dit Anne-Sophie sur le GREN. C'est effectivement un réseau très, très riche et très vivant qui permet vraiment des transversalités des échanges qui sont très, très intéressant. Et d'ailleurs, une des actions que je vais présenter s'inscrit aussi dans le plan régional santé-environnement qui est accompagné par le GREN, avec la DRAF et l'ARS notamment. Alors, je vais peut-être resituer le cadre, pourquoi en fait moi je viens aujourd'hui témoigner sur la question de l'alimentation notamment. Peut-être rappeler que nous, alors on est, rappeler tout à l'heure, j'ai dit que j'étais directeur d'un centre du tourisme social et solidaire. Donc, c'est un centre de 130 lits avec 100 places pour les enfants en camping. On accueille des groupes principalement tout au long de l'année et on est engagé depuis maintenant plus de 20 ans dans une démarche vers un développement durable, démarche de progrès, avec notamment des labels de qualité qui nous font avancer et le référentiel du GREN cité tout à l'heure par Estelle nous fait partie des démarches de qualité dans lesquelles on est engagé.
On est un centre où on a choisi en fait que le centre lui-même soit support démonstratif et pédagogique pour les publics qu'on accueille, et que du coup, les questions du tri des déchets, de gestion de l'eau, l'énergie, on a une chaufferie bois, la gestion des préservation de la biodiversité avec un plan de gestion différencié, les questions de mobilité soient vraiment complètement régulièrement mis à jour et avec des plans d'action derrière, des sortes d'agenda 21 associatifs sur un centre comme le nôtre. Et en fait, ça nous a amené à travailler la question de l'alimentation, puisque dans toute démarche, on fait de progrès, il y a un diagnostic et un plan d'action, et le diagnostic, c'était que l'alimentation ne correspondait pas à un moment, on achetait des repas à un centre médico-social qui avait souhaité d'arrêter d'en fournir, et on s'est trouvé face à un choix entre faire appel à un traiteur extérieur ou une société de restauration plutôt, ou se réapproprier la restauration, c'est-à-dire fabriquer nous-mêmes nos repas. Et le choix a été très, très rapide de par les démarches qualité qu'on avait engagées et les valeurs qu'on défend. Ça a été de fabriquer nous-mêmes les repas, et avec l'idée de mettre au cœur des apprentissages, notamment des contenus pédagogiques de séjour, classe de découverte, colo et tout ça, assez rapidement la question de l'alimentation. Donc on a à peu près 30-35 000 repas hors période Covid, parce que là, effectivement, c'est un peu, ça a beaucoup baissé ces derniers temps. Et donc, on a voulu, avant de recruter le chef de cuisine, écrire un projet, une charte alimentaire, qui était le véritable engagement du centre. Et en fait, on a voulu aussi que sa rédaction soit collective et évolutive au cours du temps. Et ensuite, on a recruté le chef de cuisine qui s'est inscrit dans un projet. Et on ne voulait pas que dépendre de l'humeur d'un chef de cuisine, pas faire les choses à l'envers. Donc pour ça, on a été accompagné par alors, plusieurs personnes, notamment la Ligue de l'enseignement, qui a une mission sur le temps de la pause méridienne en termes de formation et d'accompagnement. Et on a été accompagné, on a eu la chance d'être accompagné aussi rapidement par le réseau dans lequel on est, par Thierry Marion et Gilles Davot, qui ont rapidement formé le cuisinier qui était chef de cuisine à Crescendo. Donc, ce n'était pas forcément la même, alors que là, on allait vraiment vers une démarche de cuisine nourricière, où, je reprends l'expression de Thierry Marion, c'est faire simple, proche et sincère, cuisiner pour nourrir et pas pour divertir. Voilà, contrairement à la gastronomie, c'est pour ça que la pièce montée, bon, c'est pas forcément notre tasse de thé. Et voilà, une cuisine qui a un intérêt nutritionnel et qui soit vraiment gourmande aussi, gustative. Donc pour ça, on a travaillé un projet sur 4 axes: le choix des menus, le choix des matières premières, la transformation des produits et la question du temps du repas. Donc le choix des menus variés, équilibrés, ouverts aux cultures du monde, le choix des matières premières, aller vers les produits frais, de saison, locaux, labellisés bio ou de qualité, et d'aller de plus en plus vers le bio. Transformation des produits, c'était le fait maison, travailler la basse température, les cuissons de nuit. Temps du repas, c'est voilà, l'idée c'est que le chef de cuisine soit associé dans le partage de la présentation des repas. Voilà, je ne détaille pas trop parce que ce serait trop long, mais ce projet-là nous a fait vraiment avancer. On a enrichi au fur et à mesure. Et à un moment, on a eu envie de le partager avec des collectivités. Et donc, du coup, on a répondu à l'appel à projet. Et c'est là que je vais partager mon écran. Alors, c'est bon au niveau de… Oui, allez-y. Ouais, ok, alors je vais… tac. Juste une petite précision, l'appel à projet, c'est… Alors, ouais, l'appel à projet, c'est le PRSE, Plan Régional Santé Environnement. C'était en 2018. On a commencé et on a répondu 2 ans après à un nouvel appel à projet du PRSE, justement sur l'axe alimentation. D'accord. Pour préciser, par rapport à l'appel à projet, tout à l'heure, Olivier évoquait, du coup, c'est le plan régional santé-environnement, il est porté par l'ARS, la DREAL, la région, et du coup, était associé à ce moment-là la DRAF. Voilà. Donc ça nous a permis effectivement de travailler un projet à partir de constats en fait qu'on faisait nous sur le centre, et soit nous sur le centre ou la Ligue de l'enseignement en tant que fédération d'éducation populaire. Et donc on est parti des constats où le premier besoin c'était, il y avait un besoin de sensibilisation et d'éducation auprès des enfants pour une alimentation équilibrée de qualité et de proximité.
on se rendait compte qu'il y avait besoin vraiment de ce travail-là et que les enseignants ou les animateurs des colos étaient en demande là-dessus. Et puis, donc, on a mis en place un programme d'animation en direction des enfants, qu'on verra un petit peu après. Et puis, sur un axe 1. Et l'idée, c'était aussi de travailler la question avec les adultes. Donc, besoin de sensibilisation et d'information des acteurs de l'alimentation, de tous les acteurs dans leur chaîne de co-responsabilité. Et l'idée, c'était d'impliquer une sorte de panel ou de personnes, acteurs représentatifs de la restauration collective sur la commune. Donc l'axe, c'était un axe plutôt là pour les adultes. L'idée étant de sensibiliser et de mobiliser ces acteurs pour des pratiques alimentaires de restauration durable sur la commune. C'est-à-dire d'allumer, en fait, d'initier, d'impulser quelque chose à partir de l'endroit où était la collectivité. Parce que chaque collectivité, alors en l'occurrence, nous on est parti sur la commune où on était, Auray d'Anjou et Mauges-sur-Loire. Maintenant, on est sur Montrevaux-sur-Èvre et Beaupro, toujours dans les Mauges. Mais on partait, on va voir d'où ils en sont, parce que suivant les territoires, vous en êtes certainement à des stades complètement différents. Donc on a visé bien sûr les enfants des 2 communes nouvelles sur un temps scolaire et extrascolaire, avec l'objectif de les rendre autonomes le plus possible dans leur choix alimentaire vers une santé maîtrisée, et puis de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et l'autre, on a donc ciblé, je vous disais tout à l'heure, les acteurs de l'alimentation. Et à chaque fois, on a eu des référents alimentation. Donc ça, vraiment, c'est important, ces référents alimentation où vous êtes sur les territoires, parce que sans les interlocuteurs référents alimentation, on n'aurait rien pu faire. Donc là, on travaille avec Montrevaux-sur-Èvre et on a un maraîcher, un boulanger, un élu, un représentant de parents d'élèves, cuisinier, voilà, des personnes très très différentes qui vont pouvoir après faire boule de neige et infuser la culture commune qui se met en place à travers ce projet. Donc l'idée, c'est de susciter bien sûr des projets collectifs et puis informer et engager une réflexion pédagogique de sensibilisation et puis d'information et d'éducation par rapport aux enfants et aux jeunes, mais plus largement, ça peut être aussi auprès des personnes âgées avec les EHPAD, tous les lieux de restauration collective de la commune. Concrètement, donc, il y a 2 axes, pour les enfants et pour les adultes. Donc, on a mis en place des parcours ou des séjours. Donc, juste avant ce projet-là, on avait mis en place une classe de découverte de 5 jours sur la question de l'alimentation. Donc, c'est par exemple l'empreinte écologique liée à l'alimentation. Donc là, on utilise l'outil Planète Enjeu. Là, il y a une petite photo. Donc, c'est un outil qui est très intéressant pour travailler en groupe d'enfants, groupe classe ou centre de loisirs, pour mesurer l'empreinte écologique à tous les niveaux et notamment l'alimentation. Du paysage à l'assiette, l'influence de l'alimentation sur le paysage. Le compost, donc il y a carrément la fabrication d'un lombricomposteur avec les enfants. La question de l'agriculture biologique, qu'est-ce que le bio? La rencontre d'un agriculteur bio, légumes et fruits de saison, un herbier savant. On a croisé aussi le sport, la nature et la culture en travaillant un atelier d'écriture, par exemple pour écrire les menus, une soirée conte, le conte du potager, élaborer. Alors on descend en cuisine on voit le chef de cuisine avec des enfants par demi-classe ou demi-groupe de colo, de centres de loisirs, pour cuisiner avec les enfants. Sur bien sûr des repas qu'ils vont pouvoir après déguster. Alors, notamment, on utilise beaucoup les orties, les plantes sauvages dans notre cuisine. Et des plantes sauvages en plus qu'on trouve sur le site de la Turmelière, qui est un site très très grand où il y a 40 hectares. Donc là, en termes de biodiversité, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, sur l'axe des adultes, en fait, on a 7 demi-journées. On est parti sur un premier temps où on va justement partir d'où on est la collectivité, où on est le groupe, pour pouvoir savoir et déjà déterminer un peu les 4 axes de progrès pour mieux manger. C'est un peu la qualité, ce que je disais tout à l'heure, un peu comme nous, on avait écrit un projet, on essaie de les faire réfléchir le groupe sur ces 4 axes. Et puis là, on part bien sûr d'où ils en sont. Et puis après, il y a 4 demi-journées de formation qui sont déterminées avec le groupe d'adultes, donc dont 2 en cuisine, 2 sur la question plutôt du temps du repas. Donc là, il y a des exemples un peu de thèmes de demi-journées de formation action qui ont été proposés. Et puis, il y a une dernière demi-journée, par exemple, on le fait la semaine prochaine avec Montrevaux-sur-Èvre, où on voit un petit peu quel est le bilan de la rencontre. Alors,
les bilans des précédentes expériences étaient vraiment très positifs. La culture commune partagée par tous et des personnes différentes a permis vraiment de progresser sur les territoires où on a lancé ce projet-là. Et avec le recul d'expérience, on a Auré d'Anjou, par exemple, qui se fait accompagner pour rédiger un plan alimentaire de référence. L'idée, c'est de déterminer la qualité attendue des repas et de tous le partager. Donc après, c'est plus facile pour le mettre en œuvre. Il y a eu aussi des actions de formation avec notamment la Ligue de l'enseignement, formation aussi cuisine végétarienne, comment élaborer des menus végétariens, enfin des repas végétariens. Voilà, il y a eu des suites dans les deux collectivités de façon très différente. Et Montrevaux-sur-Èvre va certainement continuer son projet. Je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur le projet qui a été mené. Puis je dirais peut-être 2-3 mots sur Groupe à vélo qu'on a aussi initié il y a 4-5 ans. Alors c'est dans un autre domaine qui est celui de la mobilité. Oui, il y a une question. Qui sont les référents alimentation sur les territoires et quels sont leurs rôles? Ah, c'est une bonne question. Alors, le rôle, effectivement, ça va dépendre un peu des communes nouvelles, mais pour l'instant, alors déjà, l'échelle commune nouvelle nous a paru très intéressante. C'est à peu près, commune nouvelle, c'est l'Interco, c'est 15, 16 000, 17 000 habitants. Et c'est très grand, effectivement. L'Interco, ça regroupe plusieurs communes rurales. Et leur rôle, en fait, c'est des salariés de la commune nouvelle. C'est des postes assez récents. Qu'on retrouve de plus en plus sur les intercos. Et ils sont chargés souvent alimentation et agriculture. Un peu de la chaîne de co-responsabilité, c'est un peu. Ils vont suivre à la fois la question d'approvisionnement, question de sensibilisation et d'éducation, les questions de formation des agents, la question du projet. Voilà, ils ont en fait des missions. Alors, ça se met en place, c'est pas évident. Il y a même, par exemple, la personne avec qui on est en ce moment, Marie Grenouillot, qui devrait venir témoigner d'ailleurs le 29 septembre à la journée régionale dont parlait Estelle tout à l'heure. Elle est sur 2 communes nouvelles en même temps. Voilà. Mais par contre, toute sa fonction, c'est sur la question de l'alimentation, de l'approvisionnement, parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais si on n'a pas les produits pour les mettre en œuvre pour cuisiner, ou si on n'a pas les personnes pour cuisiner, voilà, ça doit être un ensemble, une démarche globale, à la fois au niveau des enfants et des adultes, et c'est un peu leur rôle, je ne sais pas si je réponds à la question, là, le rôle de ces personnes-là qu'il faudrait avoir sur tous les territoires, je pense. Ok, merci. Je ne sais pas si Cathy, ça répond à votre question. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez des compléments d'information. Est-ce que du coup, ces référents alimentaires, la question, c'est est-ce qu'ils ont un rôle de sensibilisation, c'est ça? Oui. La question. Oui, alors effectivement, le référent alimentaire sur les communes nouvelles, enfin ceux qu'on a pu avoir, ce n'est pas eux-mêmes qui vont intervenir auprès des enfants pour des séances d'éducation au goût et tout ça. Là, la tâche est énorme. Le nombre de milliers d'enfants qu'on peut avoir sur une commune nouvelle, ce serait trop lourd. Par contre, l'idée, c'est d'organiser en fait la mise en relation peut-être avec les écoles ou les centres de loisirs vers des associations ressources comme on peut être nous, mais il y en a beaucoup d'autres dans la région des Pays de la Loire qui sont le GAB et d'autres qui peuvent intervenir pour justement faire une éducation au goût et sensibiliser à travers tout un tas d'animations. Et maintenant, il y a beaucoup de créativité dans le domaine pour pouvoir faire en sorte que les enfants aillent vers cette autonomie alimentaire pour qu'ils puissent faire leurs propres choix en connaissance de cause et pas sur des a priori j'aime pas et s'arrêter là-dessus sans avoir été plus loin que ça. Donc là, effectivement, c'est d'organiser, mais souvent le plan alimentaire de référence, quand il arrive à être rédigé, détermine un plan d'action. Et la question de la sensibilisation est prévue dans ce plan d'action-là. Et après, il y a juste à suivre la feuille de route. Enfin, juste à suivre. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, mais c'est plus facile, en fait, et ça permet surtout à la personne, à tout le territoire de partager, en fait, ce plan d'action. Et ce vocabulaire commun et cette culture commune sur qu'est-ce qu'on veut comme qualité, comment on veut le faire partager, quel approvisionnement. Ok, merci. Je pense que vu le chat, ça répond à la question. N'hésitez pas, Cathy, si vous avez d'autres questions. Et en attendant, je vois que François Paillard a levé la main. Allez-y, on vous laisse la parole. Oui, bonjour.
Désolé, j'étais un peu en retard, donc je vais me présenter rapidement en même temps. J'ai peut-être loupé le tour de table. François Paillard, chargé de mission agriculture et alimentation, du coup, pour l'agglo de Redon. Et du coup, je voulais réagir là par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Bernard, sur le rôle là, des chargés de mission à l'échelle de la commune nouvelle. Vous disiez qu'il y avait des animateurs. Est-ce que du coup, il y a un PAT qui est écrit, qui est défini? J'ai peut-être loupé cette étape-là. Et si oui, est-ce qu'il est labellisé, en cours de labellisation? Est-ce que vos actions, elles s'inscrivent du coup dans un cadre plus global, type projet de territoire, en fait, pour ces communes nouvelles ou à l'échelle de l'interco? Voilà, c'est de savoir un peu comment le territoire sur lequel vous intervenez, en gros, bonifie un peu les actions que vous menez à l'échelle de votre structure. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, l'action qu'on a menée, en fait, s'inscrit dans les objectifs du PAT. Alors, nous, pour resituer le territoire, donc il y a les Mauges, c'est 220 000 habitants, c'est très, très grand. Il y a 6 communes nouvelles, c'est très étendu, c'est un tiers du département du Maine-et-Loire. Et il y a un PAT qui date de 2014, me semble-t-il, qui était impulsé par la Chambre d'agriculture. Ça a été renouvelé, et maintenant c'est le CPIE et la Chambre d'agriculture qui orchestre ce PAT-là, avec Mauges Communauté, qui est la communauté d'agglo qui regroupe les 6 communes nouvelles. Et bon, là, nous, l'action PRSE s'inscrit bien entendu dans les objectifs du PAT. Quand on l'a initié au début, ça s'inscrivait dans un PAT qui était assez vague, assez vaste. On parlait de local, pas de qualité. C'était trop. Nous, on a vraiment voulu choisir la dimension. Bien sûr, ça s'inscrivait dans ce cadre-là, et d'autant plus maintenant où le PAT est en train d'être travaillé et avancé par Limoges. Et nous, en fait, on vient que renforcer la démarche du PAT qui est effectivement beaucoup plus vaste. Et on part, nous, de territoire commune nouvelle, qui, à mon avis, est une bonne échelle pour pouvoir bouger, même si, dans le cadre du PAT, on peut imaginer qu'il y ait, par exemple, un tiers-lieu nourricier ou plusieurs auxquels il fasse appel, tiers-lieu nourricier ou culinaire, ou un petit peu comme ce qui est monté par Terreau fertile, non, c'est compost fertile, Anne-Sophie. Campus, presque. Campus, c'est sur le Pays de Ré. Voilà, en fait, nous, on se place un peu en lieu ressource, mais aucunement, effectivement, ce n'est pas nous qui orchestrons le PAT, mais on est partenaire du PAT. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu on attend un peu quel serait éventuellement le soutien qu'on pourrait avoir de la part de la collectivité Mauges Communauté sur nos actions. C'est en train de se mettre en place, mais le territoire est grand, donc mais de toute façon ça va que dans le sens en fait ça s'inscrit dans le PAT. C'est une des actions du PAT, même si aujourd'hui elle n'est pas financée directement par le PAT. Mais ça peut que, si on veut aller plus loin, forcément l'étape d'après, ça doit s'inscrire complètement dedans. Ouais. Et est-ce que vos actions à l'échelle de votre structure, elles se dupliquent à l'extérieur du territoire? Est-ce qu'il y a d'autres structures qui se disent, bah, nous, voilà, on trouve bien ce que vous faites, on a envie de, voilà, comment vous arrivez un peu à essaimer, en fait, est-ce que vous arrivez à essaimer au-delà de votre structure, en fait, ce type d'action de sensibilisation? Ah, ça c'est aussi une très bonne question. L'essaimage, le marcotage, qui est un de nos soucis importants. On a commencé autour de nous. On a failli répondre à l'appel à projet PNA, le plan national à l'alimentation. Bon, on n'a pas en temps et en heure, comme on fait plein d'autres choses à côté, on ne l'a pas fait. Mais on sait que la même démarche est en train d'être menée dans le sud de la France. Enfin, l'idée, c'est effectivement de démultiplier. Et alors, pour le démultiplier, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être effectivement se proposer d'accompagner, de monter un projet avec vous, par exemple, c'est tout à fait possible. On a des partenaires, on n'est pas tout seul, on a le réseau des cuisines nourricières. Nous, on est lieu d'accueil de séjours autour de l'alimentation. Donc, par exemple, cet été, on va avoir des séjours, des mini-camps sur la question de l'alimentation qui viennent de collectivités qui viennent aussi loin que Redon, par exemple. On peut très bien imaginer un transfert de séjours avec des enfants qui travaillent cette question de l'alimentation. Là, c'est pour l'axe enfant. Et l'axe formation-action, elle peut tout à fait être s'inscrire dans votre PAT à vous, si vous en avez un. Et puis, on peut mettre en place, encore une fois, on est avec le réseau des cuisines nourricières, on est au niveau de la Ligue de l'enseignement, qui est un champ d'intervention sur la question du temps du repas assez important, qui fait pratiquement la moitié des interventions de l'axe adulte, cette fois-ci. Et effectivement, après, on aimerait bien effectivement pouvoir l'essaimer auprès de d'autres tiers-lieux. Donc,
Anne-Sophie, on est en lien, et si elle a envie de faire la même démarche sur le Pays de Ré, et je crois qu'elle va dans ce sens-là, sur même d'autres actions. On est en lien aussi avec il y a un autre tiers-lieu culinaire sur Rochefort-sur-Loire. Voilà, il y a en ce moment beaucoup d'initiatives de lieux ressources, comme nous on peut être modestement, pour pouvoir effectivement accompagner et démultiplier cette démarche qui, encore une fois, donne beaucoup de cohérence pour tous les acteurs, et ça permet d'éviter de partir dans tous les sens, en fait, surtout. Je vois qu'il y a Anne-Sophie et Estelle qui voulaient compléter. Je vous laisse. Oui. J'y vais, Anne-Sophie? Comme tu veux. Ouais, c'était juste pour compléter par rapport à ces questions de mutualisation. C'est des choses que, effectivement, au sein du réseau Graines, on essaye de travailler avec le groupe de travail alimentation. Et me disait Olivier, effectivement, on a déposé un dossier, mais il faut qu'on revoie notre copie sur le plan national alimentation, où justement l'idée c'était de pouvoir avoir une analyse de ces différentes expériences qui sont menées sur les territoires, parce que là du coup effectivement aujourd'hui à la présentation d'Olivier, mais on a d'autres acteurs dans le groupe de travail qui font des projets sur la région des Pays de la Loire. Et l'idée c'était de pouvoir avoir une analyse même sociologique un peu de ces pratiques pour pouvoir proposer après justement un guide, enfin en tout cas aux territoires qui souhaitaient s'impliquer, de pouvoir avoir une vision des différentes possibilités qu'il y avait, parce que effectivement là c'est une expérience avec un centre, mais en fonction de vos territoires, il y a d'autres possibilités qui sont envisageables et qu'il faut adapter par rapport à vos territoires. Donc c'est des choses sur lesquelles on est attentif en tout cas. Après, voilà, c'est des questions plutôt de moyens pour mettre en œuvre toutes ces mutualisations. Anne-Sophie, du coup, je te passe la main. Merci Estelle. C'était pour revenir, effectivement, je partage complètement les propos et le projet aussi d'Olivier à la Turmelière. Je voulais juste revenir un petit peu sur nos actions autour de l'éducation populaire et notamment sur les pratiques de sensibilisation des enfants, mais pas que. Mais c'est en tout cas dans notre souhait, nous, et je pense qu'on est plusieurs à partager ça dans le réseau, d'être en pédagogie active et de mettre les enfants à la cuisine, en fait. Alors, c'est un peu, moi, je milite un petit peu pour ça, mais alors pourquoi je milite un peu pour ça? C'est que j'ai passé 15 ans dans une ferme pédagogique à Bougnat qui s'appelle la Clé des Champs. Et on a eu la chance de pouvoir monter un centre de loisirs à la ferme en faisant cuisiner les enfants le midi. Alors, c'est une petite structure, ça s'adapte effectivement à ce genre de pratique, mais il y a 24 enfants, des 6-12 ans, et il y a 5 enfants en cuisine tous les midis. Ils vont chercher des choses au magasin, ils vont faire leur tour de jardin potager pour voir ce qu'ils peuvent récolter, et ils cuisinent leur repas du midi à 5 avec l'animatrice culinaire. Je trouve ça important, en fait, de pouvoir les mettre vraiment dans en action sur le terrain. Ça permet plein de choses. Il y a plein de théories qui passent par la pratique, et on peut faire plein de choses en cuisine aussi avec les enfants. Donc voilà, un jour on peut rêver peut-être qu'on puisse faire ce genre de projet dans les écoles, les mettre aussi dans la préparation de repas, de réfléchir. Il y a des collèges qui commencent un petit peu à bouger sur ces questions-là. Donc c'est aussi des questions que je pose, c'est-à-dire comment on peut lever quelques freins. Est-ce qu'il y a des formations possibles aussi? Il y a des structures qui font ça en France et à l'étranger aussi. Donc comment on peut s'inspirer de tout ça, de ce que fait Olivier aussi à la Turmelière, pour avancer sur ces questions-là aussi de pédagogie active et mettre les mains dans la pâte, quoi. Et je complète sur les collèges ce que disait Anne-Sophie. Les départements s'impliquent sur ces aspects-là avec des accompagnements des chefs cuisiniers et effectivement après de mener des ateliers avec la participation des élèves. Donc voilà, il y a des choses qui avancent dans les différents établissements, des choses que vous n'êtes pas forcément tous, c'est pas forcément connu de tout le monde. Donc voilà, c'est là aussi où le réseau, via les différents membres, on peut aussi vous appuyer. Voilà. Alors, peut-être que je peux dire 2 mots de groupe AVO, mais très rapide, parce que je crois qu'on arrive, je ne sais plus quel est le temps imparti. Il nous reste un peu de temps, mais allez-y, sur le groupe vélo, mais allez-y.
Alors, en fait, sur la question de la mobilité, mais là, on rejoint complètement le sport santé. Et en fait, c'est une initiative qu'on a eue il y a 5-6 ans. On avait des demandes en fait, de groupes, notamment de malvoyants qui venaient en tandem à la Turmelière et qui voulaient faire étape en fait, le long de la Loire à vélo. Et on a eu l'idée en fait, de créer avec l'ensemble, enfin, avec d'autres centres du tourisme social et solidaire, donc qui accueillent des groupes enfants, jeunes, adultes, le long de la Loire et le long de la Vélo-Océan, donc en Vendée notamment, puisque le réseau, c'est maintenant, il y a 15 centres sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, qui en fait ont la même prestation et le même tarif pour pouvoir accueillir les groupes à vélo. Alors, le groupe à vélo, c'est les enfants, les adultes, les familles, les centres de loisirs, centres de vacances, scolaires, entreprises même, avec des actions solidaires. L'idée étant derrière ça, on a décliné un projet qui s'appelle Rouler Jeunesse. Et je vous envoie le lien. On a un site internet, il y a une personne à mi-temps maintenant, c'est l'Union nationale des associations de touristes qui porte le projet parce que c'est devenu trop gros pour nous, Turmelière. C'est un réseau, c'est carrément un réseau régional. Je sais qu'il y en a, il y a un nouvel adhérent à Longeville, à la Tranche-sur-Mer. Je pense que c'est pas loin de vous êtes là en Vendée. Je crois qu'on a 6 ou 7 adhérents en Vendée. C'est des centres en fait, qui peuvent accueillir des groupes, et notamment, alors Rouler Jeunesse, sur le site internet, il y a énormément d'informations, comment monter des projets à vélo avec des enfants et des jeunes. L'intérêt aussi au niveau scolaire par rapport au programme, c'est très transversal le vélo, c'est un peu comme l'alimentation. Quand on met alimentation et vélo, là on est vraiment complètement dans le concret de tous les programmes scolaires et des loisirs et de la santé. Donc Rouler Jeunesse, il y a 2 axes. Il y a un axe en direction des élèves où il y a un séjour d'intégration qui est proposé, l'intervention dans les écoles et un séjour en itinérance en fin d'année. Alors l'idée, c'est pas de faire les 3, mais pourquoi pas les 2 pour pouvoir préparer les élèves à utiliser les vélos, savoir rouler, etc. On a investi beaucoup cette question-là. Donc, on a tous les 15 centres du réseau n'accueillent pas forcément des classes de découverte, parce qu'il faut être agréé par l'Éducation nationale, mais on est au moins 6 ou 7 à pouvoir proposer des séjours, soit in situ, uniquement en Marguerite sur le site en début d'année, ou en itinérance, et intervenir. On est en partenariat avec beaucoup de monde là-dessus, notamment l'UFOLEP et Place au vélo. Et puis, on a l'autre axe de Rouler Jeunesse, c'est en direction de séjour pour des personnes en situation de handicap. Donc, on a investi sur des tandems couchés tricycles. On s'est mis en lien avec un loueur sur Clisson qui propose, en fait, pour ceux qui font des séjours à vélo avec des jeunes en situation de handicap, des séjours en inclusion, une réduction très, très conséquente de ces matériels-là. Et là, on propose, pareil, des séjours itinérance ou sur site avec plein d'animations en lien avec le vélo, l'orientation. Voilà, ce serait trop long pour tout détailler, mais sur le site internet, vous trouverez plein d'informations. Et là, on est vraiment au cœur du sport santé avec un projet ça peut être un projet vraiment d'année, qui aboutisse parce que tout se construit. Et les enseignants qui s'embarquent là-dedans ou les centres de vacances et de loisirs sont vraiment enchantés de partir là-dessus. Et je sais que la mobilité étant une des compétences des EPCI, on a maintenant des interlocuteurs au sein des EPCI qui sollicitent le réseau pour pouvoir faire des partenariats, intervenir dans les écoles, monter des projets. Voilà, c'est en train de prendre, et surtout en ce moment, le vélo n'a jamais eu autant la côte pour développer. Et le groupe à vélo répond vraiment à beaucoup de préoccupations dans ce domaine-là. Allez-y, Anne-Sophie. Juste pour rebondir aussi sur la question de la formation et ce que disait Olivier tout à l'heure, un peu la culture commune à développer, à co-construire et à construire. Peut-être que le GREN peut aussi être force de proposition sur... Pardon. Non, c'était du coup, si, c'est bon, Anne-Sophie, c'était juste que du coup, j'ai fait juste un petit message pour vous laisser ce que j'ai oui, c'est vrai, ok. Voilà, donc voilà, c'est tout. Bon, je parle juste d'information, Estelle, un peu, tu vois. Voilà, du coup, je sais bien ce que tu vas dire, il n'y a pas de souci. Bon. Et du coup, je fais confiance à Olivier et Anne-Sophie pour répondre si besoin. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'en joindre, je suis désolée.
On vous les Merci, Estelle. Estelle, on vous transmettra le mail d'Estelle pour que vous puissiez la contacter. Voilà, Merci beaucoup. Ouais, c'était effectivement revenir sur cette culture commune et peut-être cette réflexion autour de formation qu'on pourrait co-construire aussi, peut-être portée par le Graine, sur l'accompagnement, et je pense notamment à la restauration collective, mais l'accompagnement du personnel en fait dans les cantines aussi pour accompagner les enfants autour de l'éveil au goût, comment on les sensibilise et comment on crée ce langage commun en fait. Il peut y avoir des choses intéressantes. On parlait du mouvement des cuisines nourricières. Je pense qu'effectivement, il y a des références au niveau national dans ce mouvement-là et je pense qu'ils peuvent être de bons conseils. Et de réfléchir peut-être voilà, un programme de formation qui permettrait, je reviens à ce que tu disais aussi Olivier sur la FAL et tu parlais du temps de l'enfant. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi dans la sensibilisation, c'est que les gens s'emparent de ces questions-là aussi, ceux qui sont en direct avec les enfants sur le temps du repas et comment on peut les former, au-delà même peut-être même que de l'aspect alimentation, mais plus largement aussi sur le développement de l'enfant, comment ça fonctionne avec l'éducation au goût. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire sur cet aspect-là. Donc comment on peut tous se rejoindre pour pouvoir faire des propositions communes, quoi. C'est clair. Et puis là, du coup, le fait de nous parler aussi du groupe à vélo, c'est aussi intéressant parce que nous, en tant que SRA Nutrition, on travaille à la fois sur la thématique de l'alimentation et de l'activité physique. Donc, on voit que sur un même territoire et un même acteur, finalement, on peut intervenir sur ces deux volets. Et puis, on sait que la mobilité, c'est en effet quelque chose qui bouge beaucoup et qu'on peut travailler sur plein de domaines, à la fois sur l'urbanisme, sur la santé. Enfin, ça touche de nombreuses thématiques et je voulais dire quelque chose d'autre, mais ça vient de m'échapper. Du coup, ça fait le lien avec le prochain webinaire qui sera dédié normalement aux mobilités en septembre. Ouais. Donc, ce sera sur cette thématique-là, le webinaire de septembre. Donc, il n'est pas encore calé, on n'a pas la date, etc. Mais de toute façon, vous aurez les dates, on vous les communiquera sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Olivier ou même à Anne-Sophie ou des remarques, des partages que vous souhaitiez nous communiquer? Sur l'école dehors, j'ajoute juste un tout petit mot, mais Estelle en a parlé tout à l'heure de la dynamique aussi sortir à l'échelle nationale. Mais sur l'école dehors, c'est aussi dans cette optique-là de se dire il y a des bienfaits en étant dehors, mais on fait aussi de l'activité physique, peut-être même sans s'en rendre compte. Mais en tout cas, aller faire l'école à proximité, voilà, dans une petite forêt, on marche, on court, on explore et voilà, ça permet plein de choses. On peut même emmener le pique-nique et le préparer ensemble en allant la journée à l'extérieur. Donc, il y a aussi des ponts à faire avec cette démarche-là, je pense aussi. C'est clair. Tout ce sujet de la transversalité, c'est vraiment l'enjeu. Enfin, nous, dans l'accompagnement des collectivités, c'est vraiment l'enjeu principal. Enfin, on voit bien qu'il y a du lien à faire entre les actions des acteurs du territoire, le contrat local de santé, le projet alimentaire territorial. Et même si les échelles, des fois, ne se superposent pas forcément bien entre les communes, les intercommunalités, les communautés de communes, etc., mais enfin, il y a forcément du lien à faire entre les acteurs. Et c'est un peu l'enjeu aussi de notre travail d'animation du réseau, c'est d'essayer de faciliter cette transversalité entre les acteurs. Et je pense effectivement, tu parlais de l'école dehors, Anne-Sophie, il y a également la question des séjours collectifs. Et là, on a souffert beaucoup depuis 1 an et demi. Les enfants n'ont quasiment pas eu de séjour collectif. C'est une occasion rêvée pour faire bouger les comportements individuels et collectifs. Et là, les collectivités, vous avez un rôle à jouer parce que souvent, vous êtes en soutien au départ en classe de découverte. Vous êtes vous-même organisateur de séjours, de mini-camps. Nous, sur notre point Accueil Jeune, on va avoir une vingtaine de séjours cet été de groupes qui viennent de partout, soit en dur, soit en sous-tente. Là, effectivement, la coloration du contenu de ce qu'on peut mettre dans ces séjours-là va être très importante. Le choix, ça n'a pas été évident au début de faire travailler des équipes d'animation qui venaient sur la question de l'alimentation. Il y a 2-3 ans, c'était... ils voulaient faire du sport et du sport, et un peu de découverte de la nature. Mais par contre, voilà, les faire cuisiner avec la nature, faire des randos, reconnaissance des plantes comestibles, l'éducation au goût avec ça, c'était pas trop gagné. Et maintenant, on voit que ça évolue beaucoup et je pense que l'incitation que vous pouvez avoir à faire partir les enfants sur des projets collectifs
sur plusieurs jours, là, il y a vraiment un gain en termes de culture commune et puis d'évolution de comportement qui est indéniable. Je crois, tu as raison, Olivier, et je pense que c'est dans la durée qu'on va inscrire aussi des changements de pratique. Donc, et dans la durée, sur les séjours, c'est aussi très intéressant de vivre en fait les choses pleinement pendant 8 jours. Et on cuisine, et on trie les déchets, et on vit des choses vraiment. Et je pense que ça, c'est important. Effectivement, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer, et qu'on ne soit pas obligatoirement uniquement sur de l'événementiel, sur la semaine du goût, mais qu'on fasse la semaine du goût presque tous les jours aussi à la cantine, et qu'on instaure ça comme un rituel quotidien, quoi. Voilà. C'est clair. Et du coup, moi, j'ai juste une petite question, une remarque, mais je suppose que là, il y a la loi Egalim qui va bientôt être obligatoire, entre guillemets, à partir de janvier. Du coup, je suppose qu'à la Turmelière, vous êtes déjà dans ces objectifs des 20% de bio et 50% de produits SICO. Ça fait partie de votre charte alimentaire. Du coup, vous l'avez adaptée Oui. Alors, effectivement, la charte qu'on a mis, choix des produits, choix des menus, choix des produits, transformation des produits, temps du repas, les 4 axes. Effectivement, c'est une charte évolutive, en fait. Donc, on a commencé, on n'était même pas à 20%. Là, on y est, on l'a dépassé avec la qualité, quand c'est pas bio, mais on regarde bien la qualité à côté. On affiche les produits qu'on met en bio dans notre charte. Au fur et à mesure, ça s'enrichit. Et effectivement, toutes les questions des menus végétariens, le menu de substitution, la question des régimes, la question de, effectivement, est travaillée, et l'action l'obligation aussi de composter les déchets, etc. Tout ça va, l'action qu'on mène au niveau qu'on mène au niveau des adultes, justement, ça répond aussi à des préoccupations de cette loi Egalim sur lequel, et la loi Egalim est complètement intégrée. Je parlais tout à l'heure de plan alimentaire de référence que Thierry Marion avait aidé à rédiger. Le plan alimentaire de référence d'Orée d'Anjou a été accompagné par Thierry Marion. La loi Egalim est complètement partout dans ce plan alimentaire de référence. Ça permet justement de mettre au clair et de partager et de lever des peurs, parce que l'Egalim, où est-ce qu'on va, et puis de mettre les moyens derrière pour le mettre en place. Et notamment, par exemple, former les cuisiniers sur comment parce qu'au début, ils sont démunis. Faire un menu végétarien, alors, on enlève la viande, il ne reste plus. Effectivement, ce n'est pas super bon, quoi. Donc là, il y a plein de choses avec les légumineuses, plein de choses à faire et qui sont nutritionnellement c'est des apports bien au-delà du simple menu où on va se limiter parce que beaucoup de cuisiniers sont démunis par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou alors on clôture ce webinaire? Juste avant de clôturer, on en profite parce que c'est vrai qu'on parlait là des PAT. Florence, tu peux partager. Ouais, super. Donc nous, à la SRA Nutrition, depuis peu de temps, pour vous dire depuis 2 mois, on a un nouveau partenariat avec l'ADEME pour accompagner les PAT sur la thématique de la santé, en partenariat avec l'association Du Pain sur la Planche, qui est une association qui mène des projets de promotion de la santé sur la nutrition. C'est une association régionale. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les PAT sur vraiment la dimension santé et comment développer cette dimension santé dans les différents axes du PAT. Et donc, voilà, on le fait conjointement avec Du Pain sur la Planche. Donc ça, c'est un petit peu le schéma d'accompagnement des PAT, que ce soit dès le début, en fait, pour faire le point d'un point d'étape sur les PAT, vraiment mieux connaître les acteurs du territoire sur leurs pratiques en termes de nutrition et santé, là, que vous avez en bas, et après de retravailler sur vraiment co-définir les priorités, les objectifs, et puis de pouvoir mettre en place des actions en développant des actions sur la dimension santé. Et donc là, on peut vraiment faire du lien sur à la fois l'alimentation, les produits locaux de qualité, sains, durables, et aussi tout ce qui est favorisé, évidemment la mobilité, ça fait partie aussi de l'urbanisme, ça peut être aussi en lien avec le tourisme. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez global. Donc on aura peut-être l'occasion de refaire un webinaire plus spécifiquement sur notre accompagnement, mais c'est vrai que là, vu qu'on en a parlé un peu, on s'est dit que c'était l'occasion de vous le présenter. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez en savoir plus.
Et l'idée, c'est aussi de se dire que dans les actions existantes, Exactement. typiquement celles que vous présentiez aujourd'hui, il y a des choses qui sont en lien avec la santé, mais qui ne sont pas forcément identifiées comme des actions nutrition santé dans le cadre du PAT. Et l'idée, voilà, c'est de se dire, dans le cadre du PAT, l'association du pain sur la planche, elle est vraiment là pour aider à faire le diagnostic de ce qui existe déjà et qu'est-ce qui pourrait se raccrocher au PAT sur la pétale plutôt santé de ce PAT, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur les territoires. Exactement. Et en fait, là, tout ce que vous nous aviez présenté, ça fait partie de la promotion de la santé pour vraiment développer des comportements favorables à la santé. Je vais noter de le mettre aussi en lien avec le replay. Ah, je peux plus faire ça, ça marche plus. Si, tu partages ton écran là. Donc, juste pour terminer, donc on va continuer les prochains webinaires, mais qui commenceront qu'à partir de septembre, sur différentes thématiques. Donc, comme l'a dit Florane, le prochain webinaire sur le mois de septembre sera sur les mobilités actives, parce que le mois de septembre, c'est aussi le mois de l'activité physique. Donc, on fera un webinaire sur comment développer les mobilités actives au sein de sa collectivité. Et puis, on aura d'autres thématiques qui seront travaillées, enfin, qui seront abordées, comme la dénutrition ou encore la précarité alimentaire. Et puis, on fera aussi un focus, comme on vous a présenté rapidement là le schéma, sur l'articulation entre CLS, contrat local de santé, et PAT, projet alimentaire territorial. Donc voilà, vous aurez toutes les informations en temps et en heure pour vous inscrire au webinaire. Mais voilà déjà un petit teasing des prochaines thématiques qui seront abordées sur la seconde partie de l'année. Et enfin, juste pour conclure, évidemment, on vous invite toujours à aller sur notre site internet où vous pourrez retrouver les webinaires thématiques avec les replays de chaque webinaire, la mallette d'outils qui reprend tous les outils, ressources, des exemples d'actions et autres sur lesquels vous pouvez vous appuyer, et puis des exemples d'actions de certaines collectivités. Et voilà nos contacts. Je pense que certains d'entre vous les ont déjà, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous questionner ou si vous voulez en savoir plus et qu'on fasse un point en particulier ensemble.